Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va essayer de vous divertir un petit peu des affres de ce que aujourd'hui la France auquel la France est aujourd'hui confrontée. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo de par l'évolution des choses, parce que Dieu sait que l'évolution, elle est permanente, journalière, avec des rebondissements, etc., mais qui finalement confirme bien que ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est que vous êtes dans la merde. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la culture américaine. Alors, c'est vrai que souvent quand on dit culture américaine, c'est un pléonasme. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il y a réellement une culture américaine ? Bien sûr que oui. Les Américains, d'une manière générale, sont les héritiers d'une culture essentiellement anglo-saxonne, c'est-à-dire dépendant d'une multitude de cultures essentiellement britanniques, irlandaises, hollandaises, allemandes, italiennes pour les latins, grecques et évidemment hispaniques. Hispanique du fait que, je rappelle, après la Révolution américaine, l'expansion américaine vers l'Ouest s'est confrontée à une possession qui était déjà acquise de la part d'un pays qui était le Mexique. Car oui, tout ce qui est Texas, je crois qu'il y avait également, alors à partir de la Louisiane, puisque la Louisiane était française, pour résumer un petit peu géographiquement, on ne va pas remonter jusqu'à la découverte de l'Amérique, mais vous aviez donc à l'est les 13 colonies essentiellement britanniques, même si elles furent entre-temps légèrement hollandaises. Je rappelle que celui qui a découvert, par exemple, la baie de l'Hudson, qui était italien, c'était Don Veneziano, a découvert cette presqu'île, la presqu'île qui va s'appeler Manhattan, du nom des Indiens, de la tribu indienne qui était présente sur cette presqu'île ou dans cette région. Si je vous dis la Nouvelle-Amsterdam, ben oui, New York ne s'est pas appelée New York dès le départ, elle s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Pourquoi ? Parce que un certain Peter Stuyvesant était un Hollandais. C'était lui, le gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam, jusqu'à ce que les Britanniques, finalement, finissent par en prendre possession et l'appellent la Nouvelle-York, donc New York. Donc, entre les différentes découvertes, possessions, conquêtes, on va repartir sur les 13 colonies pour comprendre l'évolution de la culture américaine. Donc 13 colonies dépendant de la couronne britannique. Derrière, vers l'est, vous aviez un immense territoire qui était ce qu'on appelait la Nouvelle-France, qui partait du Saint-Laurent, qui descendait par ce qui est aujourd'hui le Wisconsin, l'Ohio, le Tennessee. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Tennessee. Bref, et ça descendait évidemment jusqu'à tout ce qui est aujourd'hui Alabama, Louisiane, Mississippi. Mississippi étant véritablement la frontière de ce qui était la Nouvelle-France et encore plus à l'ouest, à l'ouest c'était tout simplement des États du Mexique. Tout ce qui est Texas, je vous réfère ma vidéo que j'avais fait sur la Californie par exemple, où je vous expliquais que la Californie à la base c'était un grand territoire qui s'étendait jusqu'à Arizona, Nevada, Utah, etc. C'était ça la Californie à l'époque, c'était la Californie mexicaine. Et donc tout ce qui est Texas, Nouveau-Mexique, Utah, etc., c'était des territoires mexicains. Mais l'expansion américaine post-révolution,
donc indépendance des États-Unis, va faire que petit à petit, eh bien, les États-Unis vont se développer, on va conquérir des terres soit par des guerres, alors ce qu'on appelle les guerres américano-mexicaines, américano-hispaniques, je ne sais plus. Et ce qui fait que petit à petit, les Américains ont grappillé des terres. Également, on ne peut pas oublier le génocide des natives. Si à terme, on a fini par leur filer des réserves, mais réserves, est-ce que ce ne serait pas une certaine façon de ghettoiser et de laisser une population avec le temps finalement s'éteindre, puisque, souvenez-vous, je vous avais raconté cette anecdote que j'avais d'un collègue qui est très clairement était d'origine native, mais qui ne voulait pas être considéré comme un natif, mais comme un Américain. C'est-à-dire qu'il avait complètement renié, oublié ses racines. Il n'ignorait pas ses racines, mais il voulait être considéré comme un Américain, et non pas comme un autochtone ou un héritier ou un descendant des autochtones d'Amérique. Et donc, conquête, création des États, fraction de certains territoires pour créer des États, etc. Et nous en arrivons aujourd'hui à ce pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Alors, États-Unis d'Amérique avec une culture, alors qu'on dit américaine, mais en réalité, c'est une culture qui est un mix, qui est un melting pot, d'ailleurs comme sa population, finalement d'un ensemble de cultures ou d'origines étrangères ou d'origine européenne, d'où la raison pour laquelle dans certains États, il y a encore une certaine, je ne vais pas dire une influence parce que ce n'est pas tellement flagrant, mais on cultive un héritage des descendants des Américains. Par exemple, ici en Caroline du Nord, la Caroline du Nord était en grande majorité des gens issus de pays germaniques. Donc c'est pour cette raison qu'il existe aujourd'hui en Caroline du Nord certaines célébrations, certains festivals qui tournent autour. Par exemple, vous avez le fameux, je ne sais plus comment dire, vous savez, le festival de la bière. Ici en Caroline du Nord, il y a un festival qui correspond un petit peu au même concept. Vous avez aussi des descendants grecs, d'où la raison pour laquelle il existe ici en Caroline du Nord un certain nombre d'églises orthodoxes grecques. Et je pense que c'est, oui, grec et germanique qui est assez prononcé. Dans le Michigan, par exemple, Michigan, c'est assez germanique et surtout polonais. Les premiers grands migrants américains étaient des migrants d'origine polonaise. Aujourd'hui, c'est plutôt une forte communauté, une forte présente communauté musulmane, par exemple. D'où la raison pour laquelle, par exemple à Détroit, vous avez de plus en plus d'endroits où vous avez des panneaux qui sont également écrits en arabe. Alors la culture américaine, elle est empreinte de ces héritages des différents flux migratoires que le pays a connus. Donc des influences, là je viens juste de me souvenir, oui évidemment, si vous allez à Boston par exemple, à Boston vous allez vous rendre compte très rapidement que vous avez une forte influence irlandaise. Les Irlandais ont été évidemment les migrants peut-être les plus importants qui ont encore laissé aujourd'hui leur influence sur un certain nombre de villes de la côte nord-est, jusque même dans le Michigan, jusqu'à Chicago par exemple. À Chicago, vous avez une très forte présence culturelle irlandaise, puisque c'est aujourd'hui à Chicago qu'est célébrée par exemple, qu'il y a la plus fameuse et la plus célèbre célébration de la Saint-Patrick. Mais aujourd'hui, les Américains,
il y a deux cultures, en effet, plutôt qui ressortent. Vous avez la culture, donc je vous ai dit, anglo-saxonne, et une culture latine, essentiellement issue des Américains de descendance hispanique. D'où la raison pour laquelle, évidemment, quand vous allez, par exemple, dans le Nouveau-Mexique, comme aussi en Californie, vous allez avoir beaucoup d'empreintes latines, beaucoup d'empreintes hispaniques, et essentiellement mexicaines. Tout comme si vous allez, par exemple, en Floride, vous allez avoir une certaine présence, une certaine influence culturelle cubaine. Puisque, évidemment, la Floride étant l'État le plus proche de Cuba, c'est évidemment cet État qui a reçu le plus de migration, le plus d'immigrés issus de Cuba. Mais on reste sur des cultures latines. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous allez aux États-Unis, selon les États où vous allez, vous verrez qu'il y a des endroits qui ont une certaine influence. Alors une influence européenne, de culture européenne, ou de culture hispanique, latine, d'Amérique latine. Alors, après, sur le plan historique, bah oui, là évidemment ça pose problème. Ça pose problème parce qu'évidemment, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui a un petit peu plus de 200 ans d'histoire. Au-delà, c'est une culture évidemment de colonisation, de colonie britannique, colonie française, colonie hispanique, espagnole, en grande majorité. Mais si vous avez encore des tas d'endroits qui sont des héritages de cette histoire pré-américaine, raison pour laquelle, par exemple, si vous allez... alors, on en a un petit peu en Caroline du Nord, vous en avez surtout en Louisiane, évidemment. La Louisiane garde encore beaucoup d'empreintes de la culture française. Alors, évidemment, la Nouvelle-Orléans, le vieux quartier français, mais vous avez également un certain nombre de villes qui ont gardé les noms français. Par exemple, vous avez... alors, je ne sais plus dans quel état, si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai ici. Vous avez un état où sa capitale s'appelle Montpellier. Oui, le Montpellier comme le Montpellier français. Et vous avez aux États-Unis des tas de petites villes qui portent des noms de villes françaises. Parce que voilà, c'est des héritages, des comptoirs, des colonies françaises qui ont existé avant d'être récupérées par les Américains, dont je rappelle, 1810 a été la dernière possession française vendue aux Américains par Napoléon, parce que Napoléon avait besoin de pognon pour faire ses guerres. Donc la culture américaine, elle s'est développée elle-même. Elle s'est surtout développée dans l'Amérique contemporaine autour du capitalisme. Le capitalisme, le marché ultralibéral a considérablement influencé la société américaine. Et de fait, la politique politicienne, à partir, on va dire, de la fin du 19e, c'est-à-dire l'ère industrielle, et surtout accentuée par les conséquences économiques de la Première Guerre mondiale, où là, évidemment, les États-Unis d'Amérique, beaucoup de fortunes se sont faites à cause de la Première Guerre mondiale. Énergie, matières premières, acier, évidemment l'Europe, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit pendant la Reconstruction et évidemment la Seconde Guerre mondiale, la période post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période de reconstruction, comme par exemple le plan Marshall, pour ceux qui connaissent, ont permis aux États-Unis de s'enrichir. Et ont permis aux États-Unis non seulement de s'enrichir, de permettre à sa devise de devenir une devise quasiment la devise de paiement du commercial international, mais au sein des États-Unis,
il y a eu une conséquence. La conséquence, c'est que pour préserver la société américaine, pour préserver le peuple américain, s'est installée, on va dire, cette peur de l'autre, cette peur de l'étranger, cette peur de la différence. Alors les conséquences que ça a eues, c'est qu'évidemment, l'esclavage, la ségrégation qui a existé jusque dans certains États, comme dans le Mississippi, dans la Louisiane, l'Alabama. L'Alabama étant aujourd'hui l'État qui a encore des résiduels ségrégationnistes. Même si aujourd'hui, on essaie de faire évoluer un petit peu les mentalités, c'est encore relativement récent. Hein, ça date jusqu'aux années 50 et 60. Aujourd'hui, la société américaine, pour justement essayer de la contenir, pour qu'à un moment donné, de par l'éducation, de par la culture, justement, le peuple américain ne soit pas éveillé, ne soit pas trop éveillé. Donc, à partir des années 30-40, s'est installée une politique d'isolationnisme. Cette politique d'isolationnisme, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence ? Ça a eu pour conséquence qu'aujourd'hui, tant sur le plan culturel, mais aussi aidé sur le plan économique, on peut estimer qu'à peu près 85% des Américains qui ne sortiront jamais des États-Unis de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'iront même pas dans le Mexique ou qui n'iront même pas au Canada, qui resteront aux États-Unis. Contrairement en Europe, par exemple. En France, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez aller en Italie, en Espagne, au Portugal, vous pouvez aller en Pologne, vous pouvez aller en Grande-Bretagne, en Irlande. Vous pouvez voyager dans des endroits où vous avez des cultures spécifiques. Alors qu'aux États-Unis, alors oui, le pays est grand. Oui, dans ce pays, vous pouvez avoir des géologies différentes, vous pouvez avoir des étendues montagneuses, des déserts, des plaines, des grandes forêts. Il y a une diversité géologique aux États-Unis qui est assez importante. Mais là encore, le problème, c'est la taille du pays. C'est-à-dire que là où en France, en une journée, vous pouvez passer de la Normandie, du Nord-Pas-de-Calais, de l'Alsace, vous pouvez aller sur la Côte d'Azur ou sur la côte Aquitaine, etc. Ici aux États-Unis, c'est... moi je vois par exemple quand je suis allé dans le Michigan, dans le Michigan c'est quasiment 12 heures de route. J'ai mon beau-frère qui m'a visité il n'y a pas très longtemps. Ils ont mis 3 jours pour traverser les États-Unis. Et encore, 3 jours, on ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient 2 à conduire, en fait. Donc voilà, les distances sont tellement grandes que c'est un périple. Si vous voulez aller visiter, voir, c'est un périple. Et c'est un périple qui, aujourd'hui, coûte cher. Donc ce qui fait que, finalement, on a les 2/3 des Américains qui, même quand ils partent en vacances, ils restent quasiment dans leur état. Ou alors ils vont, par exemple, pour nous, ce qui concerne la Caroline du Nord, soit ils vont sur la côte, parce qu'on a la chance en Caroline du Nord d'avoir à la fois la côte et la montagne. Donc soit ils vont sur la côte, soit ils vont à la montagne. Hein, on a les Appalaches. Ou alors à la limite, ils peuvent descendre en Floride. En Floride, Orlando, les parcs d'attractions, etc. Ou monter dans le nord, à New York, etc. Mais très peu de Nord-Caroliniens vont aller dans le Middle West ou sur la côte ouest. Donc vous voyez, donc, ça a forcément un impact sur l'ouverture d'esprit, sur la chance que vous avez en Europe, la chance qu'on a en Europe, c'est que vous pouvez avoir différentes cultures et donc ça vous permet de faire évoluer votre esprit. Alors qu'aux États-Unis, oui, mais
même s'il y a quelques différences culturelles, même qu'il y a quelques influences culturelles, surtout hispaniques, comme je vous l'avais expliqué. Le problème, c'est que ça reste américain. Même si, avec mon regard de français, quand je vais dans le Michigan, quand je vais en Floride, si je vais sur la côte Est, ou même si, quand j'ai été en Californie, oui, on sent qu'il y a une petite différence, mais une différence de mentalité, mais pas culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités culturelles qu'il y a chez les Américains que vous retrouvez n'importe où aux États-Unis. Le besoin de consommation, le besoin de satisfaire ses plaisirs, une certaine tendance à l'immaturité, à l'enfantillage, à l'hypersensibilité. Ça, vous pouvez aller n'importe où aux États-Unis, vous retrouverez partout ces mêmes critères, ces mêmes spécificités. Donc ce qui fait que la politique isolationniste fait que, vu que les Américains sont enfermés dans leur propre culture, dans leur propre pays, il y a cette spécificité qui fait que des Américains qui ont eu la chance ou la possibilité de voir des choses différentes, de voir des cultures différentes pendant 3-6 mois, par exemple, à l'étranger, quand ils reviennent aux États-Unis, c'est là que tout d'un coup ils se prennent une claque, ils se rendent compte de l'enfermement, finalement, culturel dans lequel ils vivent, dans lequel la société américaine vit. Et même, j'ai envie de dire, les influences dont je vous ai parlé tout à l'heure, les influences allemandes, grecques, ça reste des spécificités purement américaines. C'est-à-dire qu'il y a une adaptabilité culturelle qui fait que on n'est plus vraiment dans ce qu'on pourrait connaître en Grèce ou en Allemagne. Je donne juste par exemple l'exemple en matière de nourriture. Certains essayent d'apporter ou d'amener une diversité culturelle, culinaire aux États-Unis. Je vais prendre juste un exemple, les restaurants italiens par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que les Italiens, la mafia italienne, etc., Little Italy à New York, etc., ils ont été relativement présents culturellement. Mais ça va être très difficile de trouver aux États-Unis un restaurant italien ou une pizzeria italienne qui vous fera des pizzas italiennes comme vous en mangez peut-être en Italie ou même en France. Même les restaurants français. Alors, vous avez des restaurants gastronomiques, mais là qui sont hors de prix. Mais ceux qui sont relativement abordables, finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de la gastronomie française, c'est juste des plats français, comme vous pouvez en trouver, comme votre mère, votre grand-mère, vous pouvez vous les cuisiner. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour les Américains, évidemment, les Américains, sortis des burgers, je dirais, oui, excusez-moi, de la pauvreté culinaire américaine, ouais, pour eux, c'est génial, c'est bon, c'est super. L'impact, par exemple, pour les Américains qui vont en France, mais qui ne vont pas rester, pas uniquement sur Paris, mais qui vont dans la province, quasiment les 3/4 d'entre eux finissent par aimer la France et voudraient y vivre. C'est-à-dire qu'ils ont goûté à l'art de vivre français, et tout d'un coup ils se sont dit mais aux États-Unis en fait on vit dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Après c'est une question évidemment de personnalité. Il y a des Américains qui restent profondément américains. C'est ces Américains qui, même quand ils vont dans un restaurant gastronomique, vont demander du ketchup. Vous voyez, c'est... Alors, après, il y a une autre culture aussi qui s'est plus ou moins imposée, qui s'est plus ou moins adaptée. Excusez-moi. Il y a une culture afro-américaine.
Alors la culture afro-américaine, pareil, je pense qu'elle s'est énormément, à partir des années 60, quand il y a l'émancipation de la communauté afro-américaine, le retour aux sources, donc évidemment la recherche de la racine, la recherche de la culture africaine, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que même cette recherche de la culture africaine, elle a très peu d'impact aujourd'hui dans les cultures afro-américaines. Je dis les cultures, pourquoi ? Parce qu'en réalité, la culture qu'on retrouve le plus, qui influence le plus certains afro-américains, c'est la culture antillaise. C'est la culture des Caraïbes. Et c'est assez intéressant finalement. C'est assez intéressant parce que d'autant plus que pour certains Américains, quand vous entendez les Afro-Américains parler américain, il y en a certains qui ont des fois un accent, et tout d'un coup vous dites c'est bizarre, il y a un petit accent qui... Je connais cet accent. Et vous avez beaucoup d'Afro-Américains, qui parlent en anglais mais avec un accent créole. Je peux vous dire, des fois c'est très agréable. Ça fait quelque chose d'assez particulier, mais c'est assez intéressant, c'est assez amusant. Je vous dis ça, hein, moi ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Ça fait quelques années que je commence vraiment au niveau de la compréhension, que je commence à assimiler vraiment les accents américains. Les accents anglais chez les Américains. Même s'il y en a certains chez les Afro-Américains du Sud, on ne comprend rien. C'est très compliqué. Parce que, comme je vous dis, il y a eu ces influences qui font qu'aujourd'hui, vous avez des Américains qui ont un anglais parfois qui n'est pas forcément très correct. J'ai envie de dire pratiquement comme en France. Hein. Je pense qu'en France, vous avez des gens qui ne parlent pas forcément très bien le français, en étant français. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. Donc si vous venez même avec un bon niveau d'anglais, je peux vous garantir qu'il y a des fois, vous allez tomber sur des gens où vous n'allez absolument rien comprendre. Le melting pot, et je vais terminer là-dessus, lui aussi, très contemporain au XXe siècle, a eu aussi ses influences. Le fait est, c'est que les vagues migratoires, tant européennes, mais surtout hispaniques, et aussi de certains pays d'Asie, Inde, Pakistan, Chine, Russes, Ukrainiens aussi, hein, il y en a, puisque vous avez quand même à New York, vous avez Little Odessa. Ils existent, ils sont là, mais ça reste très communautaire. Parce que la société américaine est relativement, voire même très communautaire. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la politique d'isolationnisme américaine. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, vous cultivez le communautarisme dans la société américaine. Et c'est pour ça que même si en entreprise, dans des festivals, dans des célébrations, vous pouvez avoir un mélange. Mais ce mélange est un mélange de surface. En réalité, dans le quotidien, je dis en dehors de la profession, etc., finalement, on se rend compte que les gens se mélangent très peu. Les Afro-Américains restent entre eux, les Hispaniques restent entre eux, alors surtout en plus, les Mexicains restent entre eux, les Péruviens restent entre eux, les Honduriens restent entre eux. Moi, je peux vous dire, j'ai bossé avec une Hondurienne et 2 Mexicains. Ils s'entendent sur le plan professionnel, mais par contre, tu sens bien qu'ils se tolèrent. Et ça s'arrête là. Aux États-Unis, vous avez la communauté indienne aussi, qui est très soudée. Les Pakistanais, Japonais. Alors les Japonais, c'est un peu moins, parce que les Japonais, c'était plus 19e, début du 20e. Aujourd'hui, l'immigration japonaise aux États-Unis est quasiment inexistante. On n'a uniquement que des descendants, on va dire, japonais. En revanche, chinois, oui. Il y a une recrudescence, il y a
eu une recrudescence de migration chinoise. Donc il y a une communauté chinoise, alors surtout sur les États évidemment de l'Ouest, qui s'accentue de plus en plus et qui devient de plus en plus aussi influente. Donc, tant sur le plan culturel, la société américaine, suivant les endroits, suivant les États, il y a une influence des migrations. C'est pour cette raison que les migrations chez les conservateurs américains, c'est un sujet, surtout hispanique. Pour vous donner juste un exemple dont je vous avais déjà parlé, le Nouveau-Mexique est aujourd'hui l'État où il y a le plus d'Américains dont la langue maternelle est l'espagnol. Alors ils parlent anglais, il n'y a pas de souci, mais leur première langue maternelle, c'est l'espagnol. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la culture américaine. Alors après, évidemment, tout ce qui est culturel américain, vous en avez des morceaux en France, parce que oui, voilà, la culture de consommation, ça c'est la consommation, le business, tout ça évidemment, on ne peut pas l'oublier dans la société américaine, qui est partie prenante, qui façonne des vies, qui façonne des familles par l'endettement, par le surendettement. Je rappelle, il y a plus de 50 millions d'Américains qui aujourd'hui sont surendettés. Donc c'est une société qui est malade. Une société qui est malade quand le système économique est malade, quand le dollar ne se porte pas bien, les conséquences, oui, elles sont là. C'est que vous vous retrouvez avec une société qui est divisée, qui est fracturée. Et de fait que cette société est divisée et fracturée, la conséquence, c'est l'élection de Donald Trump en 2016. C'est l'exploration d'une partie de la population à des profits, et non pas pour de l'idéologie patriotique, etc. La période post-11 septembre a évidemment porté beaucoup de mal, beaucoup de préjudice à la société américaine. Parce que beaucoup d'Américains qui se sont sentis patriotes se sont sentis attaqués par le terrorisme. Sauf que Irak, Afghanistan, qu'est-ce qu'on en a tiré? Rien. Est-ce qu'on a résolu le problème? Non. La Syrie, Obama, 8 ans d'Obama, où énormément d'Américains, surtout les Afro-Américains, avaient mis beaucoup d'espoir sur Obama. Et finalement, Obama a énormément déçu. Donc aujourd'hui, les Américains, alors surtout en plus maintenant, avec l'Internet, l'accès à l'information, et aussi des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, même si ça reste encore très minoritaire chez les Américains d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, de comprendre le monde, pas seulement leur monde. Malheureusement, autant il y en a qui comprennent ce qui se passe, autant la grande majorité reste complètement enfermée. Moi, je côtoie des Américains, culture générale, c'est zéro pointé. Ils n'ont pas de culture générale. Donc quand vous avez une société qui est allée, on va dire, presque moitié, voire 60%, 70% d'Américains qui ont très peu de culture générale, voire pas du tout, vous comprenez pourquoi un mec comme Donald Trump a été élu en 2016 et pourquoi il risque bien de se faire réélire aujourd'hui en 2016. Parce que les États-Unis, c'est exactement ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire que ça va être la confrontation sociétale entre le rat des villes et le rat des champs. Sauf que proportionnellement, si le rat des champs est plus nombreux que le rat des villes, je vous laisse méditer sur cette question. Si vous avez des questions plus spécifiques, parce que là je vous ai fait un petit résumé assez succinct, sinon on va pas faire une vidéo de 3 heures.
N'hésitez pas, posez vos questions sur les commentaires. Si vous avez un sujet particulier sur les États-Unis que vous voudriez que je vous traite, n'hésitez pas aussi, mettez-le. Et nous, on se retrouve très prochainement pour revenir un petit peu à l'actualité française. Et je vous souhaite bon courage.